Flash Info numéro 1 des éclaireurs médias. Bienvenue à toutes et à tous. Thème de ce numéro 1, vice et versa. Avant de commencer ce Flash Info, nous souhaitons informer les algorithmes qui risquent d'être attirés par un vocabulaire selon eux prohibé que tout provient de sources officielles. Nous attirons donc votre attention sur le choix mûrement réfléchi des termes utilisés. Au risque de nous répéter, tout est parfaitement sourcé et provient de médias autorisés. Ce Flash Info est un peu exceptionnel car il est axé sur un thème bien précis, mais les prochains seront diversifiés. Bon, inutile de revenir sur la situation. Vous la connaissez déjà, hein? Sujet 1. Virus isolé ou non? La question à propos de l'origine du SARS-CoV-2 reste au moment où nous vous parlons non élucidée. Les zones d'ombre autour de ce phénomène dénommé Covid-19 se multiplient et drainent la population dans un état de plus en plus profond de scepticisme et de défiance à l'égard des solutions vaccinales. Pour obtenir un début de réponse, intéressons-nous à ces deux interrogations. En ce début d'année 2021, connaissons-nous réellement le passeport génétique du coronavirus dit Covid-19? Le virus a-t-il oui ou non été isolé? En janvier 2020, l'Institut français Pasteur affirme être parvenu à isoler le coronavirus chinois. Celui-ci dit que les chercheurs de l'Institut Pasteur ont réussi à séquencer entièrement le génome du virus. Nous vous invitons à suivre le lien en description pour prendre connaissance de la séquence du génome complet du SARS-CoV-2 menée par l'Institut Pasteur sur des prélèvements réalisés sur des patients. Vous trouverez également dans le descriptif de ce Flash Info un lien décrivant l'isolation du virus SARS-CoV-2 par le CDC. Il semblerait que le protocole de corps soit respecté par le fleuron de la recherche française sur les maladies infectieuses Pasteur. Pourtant, après un an et après la mise sur le marché de vaccins comme Pfizer-BioNTech ou autres Moderna, les laboratoires Pasteur se retrouvent confrontés à une désillusion amère et abandonnent leur projet de vaccin. Il est donc légitime de se demander comment nos voisins russes, américains ou plus proches de nous allemands sont parvenus finalement à développer une solution vaccinale. Toutefois, le sujet n'est pas la question des solutions mais du problème en lui-même. Le 23 janvier 2021, la chaîne mainstream NBC délivre une véritable bombe médiatique avec l'entrevue du docteur Wu Zunyu du CDC chinois. Le virus SARS-CoV-2 n'aurait pas été isolé. Le docteur Wu Zunyu a obtenu un doctorat en épidémiologie à l'UCLA, Université de Californie à Los Angeles, en 1995. Il a été le directeur du Centre national de contrôle et de prévention du sida MST de 2005 à 2017. Il est membre du comité consultatif scientifique et technique de l'ONU-SIDA. Pourquoi les données n'ont-elles pas été partagées? Le virus n'a pas été isolé, c'est là le problème. Et à propos des échantillons d'animaux vivants, le seul fait qu'ils soient testés positifs ne nous apprend rien. Je ne pense pas que cela vienne de ce que nous pensions au départ. Merci à la chaîne Quadrillage Traduction pour la restitution en français du cœur de l'interview. Et vous trouverez la vidéo source dans le descriptif de ce Flash Info à partir d'1h37, intervention du docteur Wu Zunyu, vidéo publiée le 24 janvier 2021. En France, une autre scientifique affirme la même chose que son homologue chinois, Alexandra Henrion-Caude, généticienne.
Mais vous m'expliquez, je crois, que le virus SARS-CoV-2 n'avait pas été isolé. Il a dit être isolé. Les spécialistes, alors ça, je ne fais pas partie de cette catégorie de scientifiques, donc j'écoute ce qu'ils me disent, mais alors c'est quand même des pontes, expliquent qu'effectivement l'isolation qui a été faite du virus est très critiquable parce qu'elle ne suit pas le protocole de Koch. Mais qui est Alexandra Henrion-Caude? À la suite de ses multiples interventions allant à l'encontre du discours dominant, Alexandra Henrion-Caude se retrouve très controversée dans les médias de masse. Pourtant, nous vous invitons à consulter la source du descriptif de ce Flash Info, provenant d'un article de Sciences et Santé de 2013 et publié par l'INSERM, qui, apparemment à cette époque, était fière de cette chercheuse innovante. Après avoir obtenu son doctorat de génétique en 1997 à l'université Paris 7 et avoir soutenu sa thèse à l'hôpital Cochin à Paris avec le professeur Axel Kahn en 1998, la chercheuse est directrice de recherche à l'INSERM à l'hôpital Necker de 2012 à 2018. Durant cette période, elle découvre entre autres l'implication des ARN non codants dans les maladies génétiques. Et elle effectue un partenariat avec les États-Unis, à la suite duquel elle reçoit le prestigieux prix Eisenhower Fellowship. Une autre scientifique, le docteur Astrid Stuckelberger, affirme également dans un entretien du 14 octobre 2020 que le virus n'a pas été isolé. Alors, j'aimerais tout de suite aller dans le vif du sujet par rapport à ce virus, parce que j'entends d'un côté des tests PCR sur lesquels on va se dire, bien, on a un virus, mais pour savoir ce qu'on cherche, il faut déjà avoir isolé ce qu'on cherche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me donner votre avis sur cette isolation du virus? On en est où? Oui, alors dans cette isolation du virus, il y a beaucoup de gens qui se mêlent, il y a les épidémiologues, les immunologues, les virologues, et il y a quand même un consensus scientifique que quand il y a un virus qui circule qui est pathogène, on applique le protocole de Koch, c'est la base des bases de la science. Et le protocole de Koch veut que on prenne un prélèvement de sang, on le met dans un bocal, donc c'est une soupe, et en particulier celui-là, puisque c'est un virus RNA, donc c'est déjà pas ADN, mais c'est un RNA qui est beaucoup plus compliqué. Et dans ce bol de soupe, on essaye d'isoler le virus. Et donc, c'est tout un processus de nettoyage de la soupe pour trouver ce virus seul, l'isoler dans un autre bocal. Et là, vous avez vraiment une compréhension de ce virus. Et ça n'a jamais été fait. Qui est le docteur Astrid Stuckelberger? Nous vous invitons à parcourir le CV très fourni de cette scientifique de renommée internationale, experte auprès des décideurs politiques, notamment en matière de gestion des pandémies et des urgences. En résumé, elle obtient son doctorat en 2000, acquiert en 2014 le grade supérieur de Privatdozent à la faculté de médecine de l'Université de Genève et la même année devient professeur honoraire de l'Institut de biorégulation et de gérontologie de l'Académie russe des sciences médicales. Professeur à l'Université des sciences appliquées et maître de conférences à l'Université de Lausanne de 2010 à 2016, Astrid Stuckelberger est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles scientifiques. Avant de passer au thème suivant, nous vous invitons à prendre connaissance du document PDF figurant dans le descriptif de cette vidéo, dans lequel il est indiqué que le HSE, Health Service Executive, système de la santé publique d'Irlande, reconnaît qu'ils n'ont pas réussi à obtenir la preuve que le virus existe. Autre sujet maintenant. Abordons le versa de la thématique de notre premier numéro de Flash Info. Comme vous pouvez le constater sur l'arrière-plan de notre plateau, voici les deux techniques de la thérapie génique.
Comme vous en avez l'habitude à présent, vous trouverez ce schéma provenant de la FRM, Fondation pour la recherche médicale, dans les liens en description. Qu'est-ce que la thérapie génique? La thérapie génique, ou génothérapie, est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer du matériel génétique dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. Au cours du second semestre 2020, les médias grand public mettent en lumière la thérapie génique et l'ARN messager, promus sauveteurs face à la crise sanitaire. Une annonce qui suscite un espoir mondial, mais également beaucoup de prudence de la part du corps scientifique. L'espoir d'un vaccin à la une des journaux ce matin, une promesse pour le Figaro, un vaccin qui change tout pour le Parisien, qui pourrait tout changer si on veut rester prudent. Patrick. Voilà, on doit lutter contre deux sentiments contradictoires, immense espoir et grande prudence. Et en même temps, la méconnaissance de cette nouvelle solution dans le traitement de patients, finalement, interroge certains et présente des zones d'ombre pour d'autres. Pas d'hésitation à avoir. Marie, 77 ans, est prête à se faire vacciner contre le Covid-19 dès que le vaccin sera disponible. Dès qu'il sort, à condition que ce soit un vaccin, bon, s'il est certifié, efficace, oui. Comme il est nécessaire de se confiner, comme il est nécessaire de se protéger, de protéger les autres. Se protéger pour protéger les autres. Croissant au beurre ou ordinaire? Dans sa boulangerie, Linda est bien d'accord, oui. Au beurre. Mais elle se protégera sans le vaccin. J'ai peur de ce qu'il peut provoquer, en effet secondaire de ce qui peut nous impliquer. J'irai pas me jeter la première sur le vaccin. Alors elle attendra que d'autres se fassent vacciner pour s'assurer que le vaccin n'est pas dangereux. J'ai pas envie d'être le cobaye de milliards de personnes. Excusez-moi le terme, oui, je suis égoïste, oui. Et si on se faisait un petit quid de l'ARN messager, de la vaccination classique, de la vaccination ARN? On trouve dans le journal Le Monde du 14 décembre 2020, sourcé en description, un article complet de Marc Gozlan, dont nous avons effectué un résumé ci-après, sur ce qu'est l'ARN messager. Marc Gozlan est médecin de formation et journaliste dans la presse médicale spécialisée. Vous trouverez également le schéma apparaissant à l'écran dans le descriptif de ce flash info. L'ARN, acide ribonucléique, quand il agit de lui-même dans le corps, est une molécule constituée de nucléotides, essentielle dans le transport du message génétique et la synthèse des protéines. L'ADN présent dans le noyau est porteur de l'information génétique par les chromosomes. Il convertit une portion d'ADN sous forme d'ARN, c'est ce que l'on appelle la transcription. Puis, après maturation, l'ARN est exporté dans le cytoplasme. Il est alors aidé par les ribosomes, qui vont décoder l'information génétique et en même temps participer à la synthèse des protéines. C'est ce que l'on appelle la traduction. L'ARN véhicule le message. C'est pourquoi on l'appelle ARN messager. Quid d'une vaccination ARN? Voyons déjà quel est le principe de la vaccination à l'origine. Dans l'esprit de ceux qui ont mis au point la vaccination, son principe, c'est d'injecter dans le corps l'antigène de la maladie afin de faire croire à l'organisme qu'il est attaqué par cette maladie pour que son système immunitaire soit prêt lors d'un second contact avec l'agent infectieux. D'accord, mais alors la vaccination ARN, c'est quoi exactement? Dans le cas d'un vaccin ARN, programmé, synthétisé et injecté par une intervention extérieure au corps, l'objectif est que les cellules produisent elles-mêmes l'antigène. On va donc utiliser dans ce but une molécule d'ARN messager renfermant le code génétique de fabrication de l'antigène viral. Ainsi, les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, injectés en intramusculaire, contiennent un ARN messager codant la protéine S, spike, de l'enveloppe du SARS-CoV-2.
L'idée d'un vaccin est toujours la même, apprendre à l'organisme à reconnaître un agent étranger pour qu'il produise une réponse immunitaire efficace. Ces vaccins, dits à ARN messager, n'ont rien à voir avec les vaccins classiques. Habituellement, on utilise une version inactivée ou affaiblie du virus. Pour fabriquer ces nouveaux vaccins, les chercheurs ont dans un premier temps identifié le code génétique du virus, la séquence permettant notamment de fabriquer la protéine S, protéine qui sert de clé d'entrée dans nos cellules. Ce code est transcrit en un brin d'ARN messager. C'est une série d'instructions génétiques qui, une fois injectées dans notre organisme, va permettre à nos cellules de fabriquer cette protéine spécifique au virus. En reconnaissant ces protéines étrangères, donc, mais inoffensives, l'organisme va déclencher une réponse immunitaire et produire des anticorps capables de neutraliser le virus s'il venait à nous infecter. Cet ARN messager injecté a une durée de vie limitée et n'est pas en mesure de modifier notre patrimoine génétique. Nous constatons ainsi sur le schéma que vous voyez à l'écran, source issue de Sanofi que vous trouverez en description, que d'après ce que l'on appelle le virus, situé à gauche, cette petite boule avec les petits picots là, au point numéro 1, on voit que ça représente la copie de la séquence d'ADN de la protéine Spike. On voit les 2 brins d'ADN caractéristiques de l'ADN. Au point numéro 2, on voit la transcription obtenue, c'est-à-dire la portion d'ADN convertie en ARN messager. Un seul brin pour figurer l'ARN messager. Un seul brin suffit pour effectuer cette copie. Au passage, vous remarquerez au point numéro 3 que cet ARN messager est encapsulé dans une nanoparticule lipidique, c'est-à-dire constituée de la même matière que la membrane plasmique, qui contient beaucoup de graisse. Ça, c'est pour que l'ARN messager puisse franchir plus facilement cette membrane. La membrane de la cellule ne laisse pas passer n'importe quoi, n'importe comment. Donc cette nanoparticule lipidique va permettre à l'ARN messager de passer la barrière et d'entrer dans le cytoplasme. Au point numéro 4, on assiste à l'injection du vaccin en intramusculaire. Au point numéro 5, l'ARN messager parvient donc à franchir la membrane de la cellule pour pénétrer à l'intérieur de celle-ci. En bas à droite du schéma, on assiste à la traduction, c'est-à-dire que les ribosomes aident à copier l'information et à synthétiser la protéine Spike. Ensuite, cet antigène est présenté au système immunitaire par l'intermédiaire des cellules dendritiques, en bas à gauche. Et enfin, au point numéro 6, nous voyons que l'antigène circule dans le milieu extracellulaire. Il est reconnu par le système immunitaire qui va aussitôt produire des anticorps et mettre en alerte les cellules tueuses. Tout ce qu'on voit en jaune, là, c'est vraiment le système immunitaire qui se met en alerte. Voilà le principe. Maintenant que nous avons abordé nos 2 sujets, est-il judicieux de se poser certaines questions? N'est-il pas légitime de s'interroger sur certaines questions? Après tout, il s'agit de notre santé, pas de choisir entre un croissant au beurre ou ordinaire. Revenons au début de notre sujet 2, sur le schéma de la Fondation pour la recherche médicale, sourcé dans la description de cette vidéo. Puisqu'il existe 2 manières de pratiquer la thérapie génique, et que celle représentée en orange sur ce schéma consiste à travailler sur les cellules malades du patient, puis à les réinjecter avec le gène modifié, pourquoi ont-ils finalement privilégié l'autre solution, celle qui apparaît en bleu à l'écran, celle qui consiste à injecter directement dans le corps, non plus le gène modifié, mais l'information codée, programmée, synthétisée, grâce à l'ARN messager? Est-ce pour mieux, par la suite, faire accepter plus facilement l'idée d'un vaccin à anticorps monoclonaux, dont l'information pénètre dans l'ADN à l'issue d'une sorte de transfusion en intraveineuse d'une durée d'1 heure?
Savez-vous ce que sont les anticorps monoclonaux? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Rappelez-vous, c'est le traitement qu'avait reçu Donald Trump en octobre dernier quand il avait eu le Covid. It's a cure. For me, I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. Mais c'est quoi le but de ce traitement? Rendre la maladie aussi inoffensive qu'un gros rhume. Il permet aux personnes à haut risque de ne pas faire de forme grave de la maladie et du coup de faire baisser la courbe des hospitalisations et des décès. Alors, véritable élixir miracle comme le dit Trump? I think this was a blessing from God. On a voulu savoir. Quand on attrape le Covid, on développe plein d'anticorps différents. Les scientifiques vont les prélever et sélectionner le plus efficace contre la maladie. Ils vont ensuite le cloner pour en faire un médicament. C'est ainsi qu'est élaboré le traitement qui va être injecté par intraveineuse aux personnes qui viennent de contracter la maladie. Le rôle de ces super anticorps monoclonaux, ici en vert, c'est d'aller s'agripper sur la pointe du Covid. Il ne pourra donc pas s'implanter dans notre organisme car l'anticorps fait comme un genre de barrière, il neutralise le Covid et l'empêche de faire trop de dégâts. Par contre, pour recevoir ce traitement, ça se complique. Il s'administre par transfusion à l'hôpital et ça prend au moins 1 heure. Après tout, puisque cet ARN messager a été programmé pour être capable de franchir la membrane cellulaire, souvenez-vous qu'il a été encapsulé dans une nanoparticule lipidique pour faciliter le franchissement de la membrane plasmique. Ne serait-il pas possible que l'ARN messager fasse de même avec la membrane nucléaire? En d'autres termes, n'existe-t-il pas un risque que l'ARN pénètre dans le noyau, accède à l'ADN? Nous vous invitons sur ce sujet à consulter les arguments contradictoires apportés à cette question dans l'article du Monde du 15 décembre 2020. Vous pouvez constater par vous-même, dans les liens en descriptif, que le scientifique controversé sur ce thème, le professeur Perron, a un CV long comme le bras. Une autre question également. Quelle est la durée d'efficacité du vaccin? Quelle est la durée d'efficacité du vaccin? Actuellement, nous n'avons pas d'idée sur la durée d'efficacité du vaccin car nous n'avons pas le recul nécessaire pour évaluer ce paramètre. Mais alors, à quoi cela sert-il de se faire vacciner si on ne sait pas pendant combien de temps le vaccin va être efficace? Autre interrogation. Que devient l'enveloppe de nanoparticules après qu'elle ait introduit l'ARN messager? On nous dit qu'elle disparaît après 20 à 30 minutes. Mais au fait, est-ce que ce dont nous parlons est vraiment un vaccin? Pour vous revenir sur le mot thérapie génique, ça ne me semble pas exact. Pourquoi? Enfin, c'est le terme que j'ai effectivement utilisé parce que je ne trouvais pas d'autres mots. Parce qu'en fait, c'est le mot qu'on utilise chez nous. Mais la thérapie, elle s'adresse à des gens malades. Absolument. C'est ça la nuance. Donc ça n'est pas une thérapie génique. À ce moment-là, ça n'est pas non plus un vaccin parce qu'il ne répond à aucune des catégories de définition de vaccin qu'on connaît jusqu'à présent. Donc c'est une information génétique. Et donc en fait, on est sur un mode, pour pas perdre les gens, on va utiliser le mot vaccin. À ce moment-là, c'est un vaccin génique expérimental. Mais il est très important de garder bien le mot génique parce que sinon, on est en train de tromper la personne. Le but étant de vous injecter une information génétique dans votre corps. Et ça doit être clair pour les gens. C'est-à-dire que, vous savez, on a fait des tomates OGM. La tomate OGM, j'injecte une information génétique dans la tomate. Je vais donc vous injecter une information génétique. Il existe tant d'autres questions, comme par exemple les éventuelles interactions entre les différents vaccins et avec les médicaments. Pour conclure, tout repose sur une question de confiance. À bientôt pour un prochain numéro. Après avoir éventuellement visionné à nouveau ce Flash Info, et si, comme nous, vous pensez qu'il est important d'informer ou de réinformer ceux qui nous entourent, nous vous demandons de pousser et de partager. Cela permet un meilleur référencement, certes, mais ce n'est pas ce qui importe. Le plus important, c'est vraiment
d'informer le plus grand nombre de gens possible. Il est grand temps, non? Alors, la pilule bleue ou la pilule rouge?